Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire l'introduction du chapitre OR3, substitution nucléophile et élimination. En particulier, on va détailler les notions de nucléophile, électrophile et nucléofuge. Pour cela, observons la réaction la plus simple qu'on connaisse en chimie organique, qui est la substitution nucléophile bimoléculaire. Donc c'est une substitution d'un groupe par un autre qui va se faire selon ce mécanisme simple. Vous pouvez prendre le temps de recopier le mécanisme en mettant pause sur la vidéo et ensuite on va le commenter. Donc dans ce mécanisme, il y a les ions hydroxydes chargés négativement qui ont un doublet non liant qu'ils peuvent donner au carbone. Ils vont le faire relativement spontanément parce que le carbone, lui, est chargé delta plus ici, puisqu'il est moins électronégatif que le chlore auquel il est relié. Donc les charges moins étant attirées par les charges plus, on va avoir facilement l'approche des ions hydroxydes qui vont attaquer, donc donner leur doublet au carbone pour faire une liaison. Mais le carbone, lui, ne peut pas faire 5 liaisons, puisqu'il doit obéir à la règle de l'octet, et qu'il fait déjà 4 liaisons avant l'arrivée des ions hydroxydes. Donc pour pouvoir faire une nouvelle liaison avec les ions hydroxydes, il va devoir rompre une de ces 4 liaisons. Ici, le chlore est un groupe qui fait une liaison assez faible avec le carbone, elle peut être brisée assez facilement, donc il va briser sa liaison avec le carbone en emportant avec lui le doublet d'électrons, pour faire un ion chlorure Cl-, qui a récupéré le doublet sous forme de doublet non liant. Ce mécanisme très simple, et pédagogiquement, il va nous permettre d'introduire les trois notions, puisqu'on voit qu'on a ici trois centres, c'est-à-dire trois atomes réactifs, l'oxygène, le carbone et le chlore, et ils ont chacun les trois rôles qui nous intéressent ici. L'oxygène, qui est chargé négativement et qui attaque un noyau de carbone chargé positivement, on va l'appeler le nucléophile. Nucléophile, étymologiquement, ça veut dire qui aime les noyaux. Donc, comme il est chargé négativement, il aime les noyaux qui sont chargés positivement et va les attaquer. Le carbone, lui, qui est celui qui se fait attaquer par le nucléophile, on va l'appeler l'électrophile. Étymologiquement, ça veut dire qui aime les électrons, donc qui va les attirer. Et puis le chlore, qui est celui qui s'en va du noyau du carbone, on va l'appeler le nucléofuge. Puisque étymologiquement, nucléofuge, ça veut dire qui s'enfuit du noyau. Alors ces trois rôles, nucléophile, électrophile et nucléofuge, on va les retrouver dans plusieurs réactions, pas que dans la substitution nucléophile bimoléculaire, donc là je vais les définir de façon très générale. Et également, pour aller plus loin, on va se poser la question, qu'est-ce qu'un nucléophile fort, un électrophile fort et un nucléofuge fort, c'est-à-dire comment savoir si un composé va être plutôt un bon ou un mauvais réactif. Alors la nucléophilie, donc la capacité à être un nucléophile fort ou non, c'est une propriété cinétique. Plus un nucléophile est fort, plus ça veut dire qu'il va attaquer rapidement les centres électrophiles. Une propriété indispensable pour voir si un composé est un nucléophile, déjà, c'est qu'il doit avoir un doublet non liant qui puisse être donné. Parce que pour pouvoir attaquer un centre électrophile, il lui faut des électrons qui puissent être donnés. Dans certaines exceptions, il n'y a pas de doublet non liant, mais ce sera un doublet liant, mais une liaison assez facile à briser qui peut servir pour faire l'attaque nucléophile. Également, un bon nucléophile est un nucléophile qui a une charge moins. Il y a aussi des nucléophiles qui ont simplement une charge partielle, delta moins, mais dans ce cas, ils seront un petit peu moins forts. On dira que ce seront des nucléophiles faibles. Un bon nucléophile doit être peu encombré autour du centre nucléophile, bien sûr, pour favoriser son approche, et il doit par contre avoir un centre nucléophile qui a la meilleure polarisabilité possible, c'est-à-dire que le centre lui-même doit avoir un grand rayon atomique, mais autour du centre, il ne doit pas y avoir trop d'autres atomes pour pas que ça dérange l'approche. Et puis enfin, pour finir, si on a un réactif nucléophile dont on veut augmenter la force, on peut augmenter sa concentration en solution. Il sera en général plus fort puisqu'il va réagir plus vite. Avec toutes ces notions, on peut faire l'application suivante. Pour chacune des familles de composés présentées ci-dessous, repérer le centre nucléophile et trier les composés de la famille par pouvoir nucléophile décroissant, donc du plus fort au moins fort. Je vous laisse le faire en essayant d'appliquer les règles qu'il y a au-dessus, et je donne la correction dans quelques instants. Voici la correction. Pour la première famille, on a 4 composés à comparer. La première chose à considérer, c'est que ces deux composés-là sont chargés négativement, alors que ces deux composés-là n'ont pas de charge. Donc, premièrement, on considère que ces deux-là seront plus nucléophiles que ces deux-là. Dans un deuxième temps, si on doit comparer ces deux-là, ici on a un centre nucléophile qui est porté par le soufre, alors qu'ici il est porté par un oxygène. On va regarder lequel des deux est le plus polarisable.
Le soufre est en dessous de l'oxygène dans la classification périodique, il est donc plus gros, et donc il va avoir un nuage électronique plus gros, plus facile à déformer, il va réagir plus vite parce qu'il est plus polarisable. Ce sera donc ce composé-là le plus nucléophile, suivi de celui-là en deuxième. Ici, quand on compare ces deux composés-là, donc ils seront moins nucléophiles que les deux autres, et si on les compare entre eux, alors déjà, trouvons le centre nucléophile dans la molécule, c'est le centre chargé delta- et qui a un doublet non liant. Ici, le seul centre qui a un doublet non liant, c'est le soufre ou l'oxygène, et il est bien chargé delta-, puisque le soufre et l'oxygène sont plus nucléophiles que le carbone. Donc ça, ce sera des centres nucléophiles, mais bon, nucléophiles relativement faibles. Ensuite, puisqu'ils sont relativement équivalents et faibles, on va comparer la polarisabilité. Le plus polarisable, c'est le soufre, on l'a déjà dit, par rapport à l'oxygène. Donc dans l'ordre, on aura 1, 2, 3, 4. La famille numéro 2, c'est juste l'application de la règle qui dit si je prends un nucléophile plus concentré en solution, ça va augmenter la vitesse à laquelle il réagit, donc il sera considéré comme plus fort que le même nucléophile dilué. Pour la famille 3, on compare des nucléophiles qui ont tous le même type de centre nucléophile. Ce qui va changer, c'est l'encombrement stérique autour du centre. Donc ici, le minimum d'encombrement stérique correspondra à la meilleure nucléophilie. Donc, ceci est le moins encombré et le plus nucléophile. Et puis, plus c'est encombré autour du centre nucléophile, moins ce sera un bon nucléophile. Pour finir, la famille 4, on a des composés pour lesquels la charge est identique partout, à chaque fois une charge moins. Par contre, ici, l'iode, qui est sur la colonne des halogènes plus bas que le brome, a donc un nuage électronique plus gros, il est donc plus polarisable, ce sera un meilleur nucléophile, puis ce sera lésion bromure, puis ce sera lésion chlorure. Parlons maintenant d'électrophilie. Est-ce qu'un électrophile est fort ou non? Donc, de la même façon que pour la nucléophilie, l'électrophilie, c'est une propriété cinétique. Donc, c'est vraiment la vitesse à laquelle l'électrophile va pouvoir se faire attaquer. Comment détecter un bon électrophile? Alors, la première propriété qui est indispensable, c'est d'avoir la possibilité de recevoir un doublet de la part d'un nucléophile sans enfreindre la règle de l'octet. En général, cela signifie qu'il est lié à un nucléofuge fort, c'est-à-dire un groupe qui va pouvoir partir en emportant avec lui un doublet, et ce qui va donc libérer de la place pour l'arrivée du nouveau doublet. Même si d'autres possibilités existent, vous les verrez au fur et à mesure des chapitres de chimie organique, des fois le centre électrophile peut appartenir à une double liaison, qui se transformera en une simple liaison, ce qui libère donc un doublet, ou alors un groupe hypervalent peut aussi tout simplement accueillir un nouveau doublet et enfreindre ouvertement la règle de l'octet sans problème puisqu'il est hypervalent. En tout cas, pour l'instant, on va se limiter à des cas simples. On va se limiter au cas d'un atome de carbone qui est lié à un halogène. Pourquoi? Parce que quand un atome de carbone est lié à un halogène, il est chargé delta+, donc il va pouvoir être bien attaqué par un centre nucléophile, et l'halogène est un très bon groupe partant, un très bon nucléofuge qui va pouvoir donc s'en aller en emportant avec lui un doublet. Si on veut comparer des électrophiles entre eux, on peut comparer la charge portée par le centre électrophile. Plus elle est évidemment forte et positive, plus le composé est électrophile. On peut aussi regarder l'encombrement autour du centre électrophile. Plus c'est encombré, bien sûr, plus ce sera difficile pour le nucléophile d'attaquer, donc moins le composé sera nucléophile. Et puis, on peut aussi regarder la polarisabilité du centre électrophile lui-même, ou la polarisabilité du nucléofuge, qui va aider l'électrophilie. Application. Pour chacune des familles de composés présentées ci-dessous, repérez le centre électrophile et triez les composés de la famille par pouvoir électrophile décroissant. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et le faire, et je donne la correction dans quelques instants. Voici la correction. Alors ici, si on veut comparer donc les 4 premiers nucléophiles de la famille 1, ici, ça va être surtout la polarisabilité du groupe partant qui va l'emporter. Autrement dit, le groupe partant le plus polarisable, c'est l'iode, qui va du coup, comme il va partir plus vite, eh bien ça va donner globalement un électrophile meilleur. Donc le meilleur électrophile c'est lui, puis le brome un peu moins polarisable, puis le chlore un peu moins polarisable, puis le fluor encore moins polarisable, puisque c'est dans la colonne des halogènes celui qui est le plus haut. À noter que le fluor est si peu polarisable et il fait une liaison si forte avec le carbone qu'en général, ces composés-là ne sont pas utilisés parce qu'ils sont trop peu réactifs. Pour la famille numéro 2, ici, on compare des composés qui ont tous le même centre nucléofuge. Donc, ce qui va changer ici pour l'électrophilie, ça va être l'encombrement autour du centre électrophile.
Donc le centre électrophile, c'est toujours le carbone. Et ici, il est très peu encombré puisqu'il n'est relié qu'à 3 hydrogènes. Ici, un peu plus encombré, relié à un méthyle. Ici, encore plus encombré, relié à 2 méthyles. Et ici, relié à 3 méthyles. On va avoir donc ici un excellent électrophile et ici un électrophile très très mauvais à cause de l'encombrement. Pour finir, le nucléofuge, qu'est-ce qu'un bon groupe partant? Un nucléofuge fort, eh bien c'est un composé qui va facilement rompre sa liaison avec un autre noyau et s'en aller en emportant avec lui les électrons de la liaison. Pour l'instant, on ne va pas comparer les nucléofuges entre eux, on peut juste retenir que pour l'instant, on va considérer comme nucléofuges uniquement les halogènes, qui sont d'excellents nucléofuges, et on va dire que plus un halogène est polarisable, plus il est électrophile. Je vous laisse maintenant passer au polycopier suivant pour commencer le chapitre OR3 après cette introduction.